Sous la couche cachée du rebondissement, vous vous souvenez de la fin. Vous l'avez cité, imité, peut-être même révélé à quelqu'un qui ne l'avait pas encore vu. Le sixième sens, thriller psychologique de 1999 de Monsieur Night Shyamalan, est gravé dans la culture populaire, non seulement pour son histoire de fantôme, mais aussi pour cette révélation. Docteur, Malcolm Crowe était mort tout le temps, mais et si je te disais que ce rebondissement n'était pas le vrai secret, et si le vrai génie du film ne réside pas dans le choc de ces dernières minutes, mais dans l'architecture discrète du deuil, de la prestation et de la retenue cinématographique qui rend le rebondissement inévitable. Avec du recul, levons le rideau sur les choix. La plupart des spectateurs ne remarquent jamais l'ossature émotionnelle, la grammaire d'image et l'alchimie du casting qui transforment un dispositif d'intrigue en une méditation qui nous hante durablement. Perte, ce n'est pas seulement un film à rebondissement. C'est une masterclass pour insérer la vérité dans l'illusion et le détail qui change la façon dont vous le voyez est déjà là dans chaque image. Chaque silence, chaque regard que vous pensiez ordinaire révèle des origines dans une histoire en mutation. Vers la fin des années 1990, Hollywood était devenu sceptique envers les scénarios originaux. Les franchises dominaient, les suites se vendaient. Pourtant, dans ce climat d'aversion au risque, un jeune réalisateur indo-américain de Philadelphie a vendu un script spéculatif pour 3 millions de dollars, ce qui était à l'époque un record à Hollywood pour Disney. Les films de Monsieur Night Shyamalan. À l'époque, à seulement 28 ans, il avait déjà écrit et réalisé 2 longs métrages modestes, mais le sixième sens était différent. Il portait l'ADN des récits classiques de fantômes. The Innocence, Don't Look Now, mais filtré à travers le réalisme suburbain et psychologie de l'enfant. Tourné avec un budget serré de 40 millions de dollars à Philadelphie dans l'automne 1998. La production opérait vraiment sous un secret quasi total. Les dirigeants de Disney, après les déceptions du box-office, donnèrent à Shalon un contrôle créatif inhabituel, mais parce qu'ils pensaient que le film serait une sortie art et essai. Le sixième sens fut présenté le 6 août 1999, sans fanfare, en quelques semaines, la bouche à oreille l'a transformé en phénomène. Le film finirait par rapporter plus de 672 millions de dollars dans le monde, devenant ainsi le deuxième film le plus rentable de l'année et obtenant 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle pour Ali Joel Osment. Mais aucune de ces réussites n'explique pourquoi le film résonne encore des décennies plus tard. Cette réponse va bien plus loin que le box-office. Le troisième, le paradoxe profond de la persona. Bruce Willis était déjà une icône d'action bien établie. En 1999, John McClane, flic dur à cuire, héros féroce et sarcastique des explosions, ainsi que des répliques qui le présentaient comme le docteur Malcolm Crowe, était sur le papier un décalage profond. Pourtant, cette dissonance était précisément le point. Shyamalan ne voulait pas d'un fantôme. Il voulait un homme semblable au monde des vivants. Le charisme de Willis masquait la vérité spectrale du personnage, rendant sa présence naturelle et rassurante. Hors écran, Willis a adopté la retenue dans ses rôles, discrètement. Il s'était rasé la tête pour paraître plus académique, adoucir sa voix et étudier des psychologues pour enfants afin d'ancrer l'attitude de Crowe. Mais le vrai paradoxe ne résidait pas seulement dans le casting. Il s'agissait de la performance. Willis joue Crowe comme un homme accablé par l'échec, la culpabilité et l'isolement. Il parle lentement, bouge avec précision, sourit rarement. Dans chaque scène, avec Cole Siar, il écoute plus qu'il parle. Ce n'était pas le Bruce Willis que le public connaissait, et c'est le prix à payer pour cet éclat. Pour que le twist marche véritablement bien, Willis a dû disparaître dans le silence, sacrifiant son style et son charisme au profit d'une authenticité émotionnelle. L'ironie est que sa prestation la plus retenue est devenue l'une de ses plus emblématiques, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il a retenu. Shep Four, la décision qui a tout changé. Les premiers brouillons du sixième sens incluaient des scènes montrant Malcolm en interaction avec d'autres adultes, des collègues, des voisins, voire sa femme, dans des milieux sociaux partagés. Mais pendant la pré-production, Shyamalan a fait un choix radical, éliminer presque toutes les scènes où Malcolm parle à quelqu'un d'autre qu'à Cole ou à sa femme Anna. Ce n'était pas qu'une question de rythme, c'était une astuce structurelle.
En isolant Malcolm, le film pousse le public à accepter sa solitude comme émotionnelle et non surnaturelle. Nous supposons qu'il s'est retiré à cause d'un traumatisme et non parce qu'il est invisible pour le monde. Et encore plus crucial fut la décision de tourner toutes les scènes de Malcolm. De son point de vue, la caméra ne s'attarde jamais sur l'espace vide où d'autres devraient les réagir à son égard. Lorsqu'il traverse un couloir bondé, nous ne voyons que son visage, pas ceux qui ne le voient-ils pas. Cette discipline visuelle rigoureuse et obsédante a garanti que les spectateurs ne repéreraient pas d'indices montrant une triche. Au lieu de cela, la vérité émerge par l'absence. Personne ne lui sert de café. Personne ne répond à ses questions lors des réunions de groupe. Personne ne le touche, sauf Cole. Le choix qui a tout changé n'était pas d'ajouter un rebondissement. C'était de retirer tout ce qui ferait que le rebondissement ressemble à un tour de passe-passe, un constat de réalité. Le tournage du film Le Sixième Sens fut particulièrement éprouvant, surtout pour son jeune protagoniste. Haley Joel Osment, âgé de seulement 10 ans, portait le poids émotionnel de presque chacune des scènes afin de le protéger. Chalan Limited privilégiait l'évitement des tournages nocturnes lorsque cela était possible et répétait largement les prises. Ainsi, Osment ne s'est jamais senti perdu. Toutefois, le coup psychologique fut réel lors d'une séquence particulièrement intense. La scène du placard où Cole avoue clairement « Je vois des morts ». Osmond aurait pleuré entre les prises, submergé par la peur du personnage, Toni Collette interprétant la mère de Cole. Lynn s'est appuyée sur ses propres expériences d'anxiété afin de dépeindre le désespoir maternel sans mélodrame. Elle et Osmond ont développé un lien réel qui, dans la vie, a clairement imprégné leur performance. Leurs scènes ensemble vibrent profondément d'un amour vraiment tacite et d'un épuisement. Pendant ce temps, Chalan conserva sur le plateau une concentration quasi monastique et une discipline sans faille. Il interdit les téléphones portables, découragea l'improvisation et insista sur un blocage précis. Chaque accessoire, chaque ombre, chaque porte entrouverte était intentionnelle. La production fonctionnait sous un contrôle si strict que même les membres de l'équipe n'étaient pas informés de la signification complète de certains plans jusqu'au montage. Le résultat était un film qui paraît onirique tout en restant ancré. Un équilibre atteint uniquement par une discipline implacable et une honnêteté émotionnelle. 6. Ce que la plupart des fans ratent en le revisionnant. Le sixième sens est noté ceci. Malcolm ne mange pas une seule fois, dans les scènes du dîner. Il pousse la nourriture autour de son assiette à la fonction de l'école. Il tient un verre, mais ne boit jamais chez lui. Anna cuisine ses repas seule. Ce n'est pas une erreur en fait. C'est un signal très muet. Les morts ne se nourrissent pas. Puis simplement, la couleur. Shyamalan utilise une palette mate tout au long du récit, mais le rouge n'apparaît que dans certains contextes. La porte d'église, le pull de Cole, le ballon à l'anniversaire, la tente de Kira, des marques rouges, des moments de signification spirituelle ou de danger. Malcolm ne porte jamais de rouge. Sa garde-robe est composée de bleu, de gris et de marron, des couleurs de détachement. Un autre détail, des réflexions. Des miroirs et des fenêtres abondent dans le film. Et pourtant, Malcolm n'apparaît jamais en eux, sauf lorsque du charbon est présent. Dans la scène de la voiture, lorsque Cole révèle son secret, le reflet de Malcolm est vraiment visible dans le rétroviseur intérieur car Cole le voit. Mais dans la scène de la chambre avec Anna, alors qu'elle dort, le miroir ne montre qu'elle. Il est absent de la surface du monde. Ce ne sont pas des œufs de Pâques, la grammaire de leur récit. Le film ne crie pas ses secrets, il les murmure au langage du cinéma. Et la plupart des spectateurs, émus par l'émotion, n'entendent jamais la syntaxe. John Seven, le conflit malgré son succès éventuel, le sixième sens a dû faire face à une résistance interne dans des conditions difficiles dès le départ. Les dirigeants de Disney étaient perplexes face au ton discret du scénario et à l'absence de frissons traditionnels. Un mémo d'un studio aurait demandé « Où est le monstre ?» Les équipes de marketing avaient du mal à vendre une histoire de fantôme sans saut d'effroi ni gore. Des premières projections d'essais ont dérouté certains publics. Plusieurs spectateurs sont sortis en pensant que Malcolm était simplement émotionnellement distant et non décédé. Shyamalan s'est battu pour préserver l'ambiguïté du film, résistant à la pression d'ajouter des explications ou de clarifier les règles de l'au-delà. Il a aussi eu des accrochages avec les producteurs sur la fin. Certaines propositions proposèrent de révéler la mort de Malcolm plutôt afin d'acclimater le public au rebondissement.
Chalanne a refusé. Le pouvoir réside dans l'ignorance. Il soutenait que, si on l'expliquait, cela deviendrait un artifice. Sa position fut confirmée lorsque les critiques ont loué la retenue du film. Roger Ebert l'a qualifié de chef-d'œuvre d'atmosphère et d'implication, mais la véritable victoire était culturelle. Le film a démontré que le grand public accepterait pleinement la subtilité si l'émotion était vraiment vraie. Le conflit n'était pas seulement lié à un rebondissement, c'était une question de confiance envers le public, envers le médium et le silence, et dans sa complexité, le destin, l'ironie. Voici l'ironie. Personne ne s'y attendait. Le sixième sens devint célèbre pour un rebondissement qui l'a presque ruiné. Après sa sortie, I See Dead People est entré dans le lexique, tout comme le fait de gâcher la fin. Des amis avertissaient d'autres amis, des critiques débattaient pour savoir si le rebondissement tenait lors des visionnages répétés. Certains accusaient Shalhoub de tromperie. Pourtant, le véritable héritage du film n'est pas la surprise. C'est la façon dont il a redéfini ce qu'un rebondissement pouvait être, contrairement au piège bon marché. Cette révélation approfondit l'histoire lors d'un deuxième visionnage. Chaque interaction prend un nouveau sens. Les tentatives échouées de Malcolm pour entrer en contact avec Anna ne sont pas seulement tristes, elles sont profondément tragiques. Son dévouement à aider Cole n'est pas seulement professionnel, c'est son seul chemin vers la paix. Le rebondissement ne nie pas la première vision, il la transforme. Et dans un étrange écho, Shyamalan lui-même fut hanté par le succès du sixième sens. Depuis des années, le public attendait un autre rebondissement de sa part en jugeant ses films ultérieurs. Selon ce seul critère, l'appareil même qui lança sa carrière devint vraiment un vrai fantôme. Il n'arrivait pas vraiment à les fuir. La vie imitait vraiment l'art. Tant le cinéaste que son protagoniste étaient prisonniers de leur propre perception qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Géant, immense, la percée, le sixième sens n'a pas simplement réussi. Cela a bouleversé le paysage. Cela a démontré que des thrillers originaux, centrés sur le dialogue, pouvaient dominer le box-office estival. Cela a ravivé l'intérêt pour l'horreur psychologique, ouvrant la voie à des films comme The Others et Insidious. Plus important encore, cela a changé la manière dont les cinéastes ont abordé la structure narrative. Le twist de Shyamalan est devenu un raccourci, mais l'influence réelle était plus subtile. Les réalisateurs ont commencé à étudier comment glisser des indices sans les révéler. Comment utiliser la performance et la folie pour porter le poids thématique. La prestation de Haley Joel Osment a redéfini ce que de jeunes acteurs pouvaient le faire à l'écran, lui valant une nomination à l'Oscar à 11 ans, plus jeune jamais nommé dans cette catégorie. Bruce Willis fut souvent considéré comme une pure et simple star d'action. Il a gagné une crédibilité critique durable et avérée, et Shaolin. Il est devenu un auteur rare, pesant dans les blockbusters. Mais la plus grande percée du film est émotionnelle. Cela a appris au public à regarder autrement, non pour des bons ou des chocs, mais pour le silence, pour les regards, pour les espaces entre les mots. Il n'a pas crié, il a subi X répercussions en chaîne au cours de la décennie écoulée depuis que le sixième sens s'est infiltré dans l'ADN de la narration. Des séries télévisées comme Lost, Westworld et The Leftovers ont emprunté sa méthode pour intégrer des questions métaphysiques au cœur d'un drame intime. Des films comme Fight Club et Shutter Island ont suivi son exemple en utilisant des points de vue parfois peu fiables pour explorer le traumatisme, même des jeux vidéo comme Heavy Rain. Ce qui subsiste d'Edith Finch doit sa dette au profond minimalisme émotionnel. Au-delà du métier, le film a véritablement remodelé la représentation. Shyamalan, en tant que réalisateur non blanc, racontant une histoire universelle. Sans exotiser, son parcours a ouvert des portes précieuses pour des cinéastes tels que Jordan Peele et Emerald Fennell. Et culturellement, la phrase « I see dead people » a transcendé largement la parodie pour devenir une expression authentique et profonde de la vulnérabilité de l'enfance. Les parents citent quand leurs enfants avouent leur peur. Les thérapeutes s'y réfèrent lorsqu'ils discutent perception et réalité. L'héritage du film réside dans ses imitateurs et, surtout, dans le fait qu'il ait donné la permission d'aborder le surnaturel. Métaphore de la douleur humaine. Le public y revient, non pour le twist, mais pour la douleur qui se cache dessous. Le désir d'être vu, d'être entendu, d'avoir de l'importance, même après ta mort. Vérifier pourquoi il persiste encore, vraiment. Alors pourquoi le sixième sens nous touche-t-il encore, après ces années, 25 années plus tard? Car sous les fantômes et le rebondissement se cache une vérité simple et dévastatrice.
Le chagrin isole brutalement. Malcolm n'est pas seulement mort, il est coincé dans l'espace liminal entre la vie et ce qui vient ensuite. Il lui est tout à fait impossible de joindre les personnes qu'il aime. Cole aussi est isolé, non par la mort, mais par un don véritable. Personne ne comprend vraiment que leur lien n'est pas surnaturel. C'est humain. Deux âmes solitaires qui se trouvent dans le noir. C'est la couche cachée que la plupart des fans n'ont jamais comprise. Le film ne porte pas sur le fait de voir les morts, il s'agit d'être vu à chaque moment silencieux. La scène de l'hôpital, le magnétophone, la confession, le murmure à Anna est un appel à la reconnaissance. Et le génie de Shyamalan fut de nous faire sentir cet appel sans jamais le dire clairement. Regardez encore avec des yeux frais et vous verrez que le vrai miracle n'est pas que Cole voit des fantômes, car pendant un petit moment, Malcolm n'est pas seul. C'est pourquoi ce film dure, non pas à cause de sa fin, mais à cause de la façon dont il comprend profondément ce que signifie être ignoré et combien nous désirons tous ardemment être reconnus. Le visionnage de Tony, les yeux neufs. Maintenant que tu sais ce qu'il faut chercher, retourne en arrière pour mieux comprendre. Regarde le sixième sens, non pas pour le rebondissement, mais pour la tendresse qui se cache derrière. Les regards qui s'attardent trop longtemps, les silences qui parlent plus fort que les mots, vraiment. Les couleurs qui te guident vraiment comme des miettes de pain à travers la tristesse. Dis-toi vraiment dans les commentaires, quel moment t'a le plus frappé lors de ton tout dernier visionnage? Était-ce la main de Malcolm qui passe à travers la poignée ou le murmure de Cole? Ils ne voient que ce qu'ils veulent de voir. Quoi que vous répondiez, une chose demeure vraie. Ce film récompense l'attention, l'empathie et la patience. Si cela vous a ému une fois, il vous émouvra à nouveau, plus profondément, plus paisible, plus vrai. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez déjà vu un film 2 fois et découvert une nouvelle histoire dans l'ombre.